Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue au podcast ou le balado de Gilles Parent sur l'application que vous préférez, que vous écoutez présentement. Merci d'être là, on apprécie. Vous pouvez toujours nous écrire, nous rejoindre sur gillesparent.com. Il y a l'onglet « Contact ». Vous pouvez le faire par écrit et nouveauté cette année, de l'année passée, vous pouvez le faire aussi vocal, de façon vocale. Le secteur de la restauration et des services alimentaires se porte mal. J'apprends rien à personne, je pense, aujourd'hui. La proportion de restaurants rentables a chuté, passant de 87% en 2019 à 38% en 2023. Les temps sont durs donc en restauration. La clientèle se fait aussi tirer l'oreille. La majoration des prix des menus, les changements de comportement adoptés pendant la crise sanitaire et la hausse du télétravail sont des causes avancées pour expliquer pourquoi la clientèle boude davantage les restaurants qu'avant. Fait inévitable, les fermetures de restaurants s'enchaînent depuis quelque temps et selon les experts, ce n'est pas fini. Avec moi aujourd'hui, un ami, un entrepreneur de la restauration qui a déposé son tablier lui aussi il y a quelques jours, Sébastien Leblond. Bonjour. Salut Gilles. Déposer, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est sûr que de mon côté, après 28 ans à la barre du restaurant de Mézeray, les effets post-pandémie m'ont fait rendre des armes là, lundi passé. J'ai dû mettre temporairement les employés au chômage, fermer définitivement le restaurant en attendant de voir si quelqu'un peut reprendre des opérations. Ça prend d'autres choses que toi, tu vois pas, toi, là. Exactement. En fait, moi, je voyais autre chose. En fait, depuis ça fait 1 an et demi que le bâtiment était sur le marché, était en vente. Okay. Je cacherai pas à personne qu'il y a eu d'inflation. Et par la suite, le tramway. Pourquoi le tramway? Tout le monde va dire le tramway, il n'y en aura pas de tramway. Ça a été fait, moi je l'ai pas su en tout cas. Mais en fait, c'est que la Ville de Québec a imposé une servitude de non-accès au bâtiment, ce qui fait que des opérations qui étaient rentables l'été et non rentables l'hiver en 28 ans au restaurant, on s'entend que là, les étés auraient été non rentables pendant les prochaines années. Et essayer de vendre un bâtiment en annonçant à quelqu'un qui veut se partir d'un restaurant que tu peux pas avoir accès par le chemin principal au restaurant, ça met des bâtons dans les roues. Fait que c'est sûr que les éventuels acheteurs sont pour la plupart repartis avec leur petit baluchon sans faire d'offre. Ouais. Présentement, il y a une offre en cours. On verra qu'est-ce qui se passe avec ça. Okay. Mais la suite, ça me fait penser un petit peu à ce qui est arrivé à l'Apsara. Les propriétaires ont dit, écoutez, on a la bâtisse, nous autres, tout ça, oui, mais on n'opérera plus le restaurant à notre façon. C'est pas nécessairement le restaurant qui va revenir, ça peut être autre chose, mais tu peux pas être garant de la suite des choses tant que ça, dans le fond. Non, exactement. Toi, des opérations que tu faisais, toi, au Mézeray... Pas présentement. Non. J'ai toujours été à l'affût du marché de la restauration. Ouais. Puis présentement, le marché, il vit il est en pleine crise, une vraie, là. Ouais, il vit une vraie crise, mais le marché est en pleine transformation. Faut savoir s'adapter. Ma façon de m'adapter aurait été de rapetisser, si on peut dire ça comme ça, des opérations du restaurant pour avoir un local plus petit, parce que c'est sûr qu'avec les gens en télétravail, la clientèle sur l'heure du midi, elle n'est pas au rendez-vous. Ma clientèle était composée... De 2 étages, dans le fond, remplir ça tout le temps, c'était presque impensable. Entouré de bureaux du gouvernement qui ont signé toutes dans leur convention, qui sont 2 jours par semaine au bureau, ça devient difficile. Là. OK, donc il y a un contexte. Tout ça s'explique par un contexte. Si on additionne les années de la pizza western, dans le fond, le restaurant où t'opères, c'est 50 ans. C'est plus que 50 ans. Le restaurant Western Pizza, il a vu le jour en 67. Donc, on parle de 57 ans. Présentement, réussir en restauration pendant 57 ans, c'est un fait d'armes, moi je trouve. Ben oui. Puis le Mézeray en tant que tel, on était rendu à 38 années. C'est pas rien, là. Je veux dire, et pour bien des gens, dont moi le premier, qui, on est des utilisateurs irréguliers parce que le Mézeray n'est pas au centre de la ville, nécessairement. Moi, je vis maintenant en Haute-Ville, mais je me suis toujours fait un plaisir, entre autres, quand c'est la pizza du homard. De homard, je l'ai toujours bien vendu, puis j'ai toujours bien acheté, bien mangé, bien aimé. C'est une surprise, pareil, parce que l'impression que j'avais, pour avoir jasé avec toi un peu, pour avoir suivi ça un peu, c'est que ça allait pas si mal, puis au contraire, même par moments, ça allait très, très bien, puis fait que les 2-3 dernières années ont comme chamboulé assez rapidement la donne, parce que si on met ça en contexte avec Montréal, les fermetures se multiplient à Montréal, puis des gros noms, là, des grosses entreprises. Si on additionne toutes les entreprises depuis 1 an ou 2, et plusieurs dont on entend parler qui
après la fameuse date de la mi-janvier, qui est là, qui est à nos pieds, pour le remboursement de la... C'est-tu la... C'est le prêt d'urgence. Prêt d'urgence aux entreprises. C'était près de 80... Quand on parle du 10 décembre 2023, 90% des gens qui l'avaient eu ne l'avaient pas remboursé. Exactement. C'est quand même énorme. Fait que là, on se dit, OK, ça se peut que, malheureusement, beaucoup de mauvaises nouvelles et de fermetures sont encore annoncées. Mais c'est assez simple. Si on prend des données de l'ARQ, des dernières données qui ont sorti... L'Association des restaurateurs du Québec, j'ai présumé. Exactement. Depuis 2018, ils n'ont pas ressorti les données parce qu'après pandémie, je pense que ces données-là sont peut-être pas... aussi valables, ouais. Aussi reluisantes. Et la moyenne provinciale de bénéfices nets de la restauration à service complet, donc des restaurants comme on connaît avec comme le Mézeray, comme l'Apsara, oui. Donc des restaurants à service complet. Cosmos et les autres, là. Exactement. Donc la moyenne provinciale était de 2,8 % de quoi, exactement? De bénéfices nets. Ils battent. Donc pour un restaurant comme moi qui a un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 1,2 million, ça veut dire que peut rester environ, si tu performes bien, que tu es dans la moyenne des restaurants, tu vas performer, tu vas recevoir un bénéfice net d'environ 35-40 000 $ à la fin de l'année. Mais voyons. Fait que l'équation ça, tu m'étonnes, là. L'équation est assez simple. Ça, c'est quand ça allait bien ou... Oui, mais en 2018, OK. Avant la pandémie. Puis, on se cachera pas que si la moyenne est de 2,8 %, il y a des restaurateurs, effectivement, qui font des sous, qui vont faire du 7, 8, 9, 10 %. Puis, il y en a beaucoup aussi qui sont dans le mangent le bas, c'est ça. Effectivement. Donc, mais ces données-là, depuis... moi, je suis rentré dans le métier en 96... sont passés de 12% en 96 à 2,8% présentement. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça, des taxes, des charges sociales, des charges sur les pourboires, des taxes sur l'alcool. Il y a énormément de facteurs qui expliquent que le bénéfice diminue à chaque année. Mais je veux dire, à un moment donné, ça va s'arrêter où, là? Oui. C'est-tu, on va essayer de refaire un peu, pas refaire l'histoire au complet, mais on va parler de la région de Québec, évidemment, parce qu'on connaît plus ça. Je veux aussi qu'après ça, on parle un peu de toi, parce que t'as quand même une formation de chef t'aurais pu travailler au Château-Frontenac, là. Je dis pas ça pour être flagorneur, mais tu le sais, là. Ouais. On en parlera tantôt. Mais t'as décidé d'être entrepreneur, parfait. Mais je veux te mentionner que moi, comme citoyen, journaliste de métier, grand gueule par moment et selon ma blonde, par tout le temps. À temps plein. À temps plein, effectivement. On a eu... il y a eu quelques vagues qui nous ont donné l'impression d'une facilité. Tu as eu une vague de bed and breakfast. Tout le monde s'est dit, mon chum, puis il a lâché sa job, on a lancé un bed and breakfast, on va s'amuser. Puis là, ils se sont rendus compte que c'est 7 jours par semaine, il faut que tu fasses du petit pain chaud, puis tu nettoies la fin de semaine. C'était pas aussi le fun que prévu. Après ça, tu as eu une gang de chums qui se sont dit, on a pris de la bière, puis un de nos chums a lancé une petite brasserie, on a décidé de faire ça, nous autres, c'est pas du gin, ça va être de la vodka. Plusieurs se sont lancés dans de la brassicole, ils ont lancé ça. Et là, on apprend que, tu sais, là, au niveau de la bière artisanale au Québec, ça tombe un arrière de l'autre parce que il y a eu une folie de la pandémie qui a peut-être étourdi certaines personnes, puis ça pouvait être excitant pour d'autres. Mais c'est comme si cette parenthèse-là qu'on a vécue, qui a été subie, qui a été imposée, avait déréglé l'intuition de plusieurs entrepreneurs. Je suis pas en train de dire que c'est la faute de tout le monde, mais il y a eu des excitations folles. Puis aujourd'hui, avec on sait, les taux d'intérêt qui ont monté, ceux qui ont trop dépensé puis qui n'ont pas gardé d'argent puis qui se sont dit on se gâte parce qu'on peut pas voyager, puis on connaît l'histoire, là. Ouais. Ça a amené toutes sortes Et on a eu cette idée-là aussi que des chums ensemble, il y a eu une bonne idée, puis on fait un petit restaurant, juste petite affaire. Il y a un qui s'appelle La Porte, l'autre la cuisine, la champlure, n'importe quoi. Tu sais, une petite affaire à 10-12 personnes. On fait la cuisine comme si c'était chez nous, c'est parfait. Il y en a qui ont passé à travers, mais il y en a une gang qui ont fermé aussi, là. Fait que, tu sais, là, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas eu une impression que la restauration, c'était quelque chose d'assez simple pour le grand public, pas pour ceux qui sont dedans, là? Ben, la restauration n'est pas simple en tant que telle. Restauration, c'est extrêmement complexe. Tu dois contrôler les coûts, le marketing, la mécanique du bâtiment, les ressources humaines. Ça englobe presque ce qu'il peut y avoir dans toutes les entreprises, dans une entreprise. Puis souvent, ben, c'est mené par des gestionnaires qui sont soit des chefs ou des anciens sommeliers qui ne sont pas toujours des gestionnaires en tant que tels. Exactement. Ça, c'est un point majeur. Oui. Est-ce que tu as appris, toi, au fil du temps, à être un meilleur entrepreneur? Oui. Mais c'est sûr qu'à l'époque, j'étais associé avec le fondateur du Mézeray, qui était M. Chambernard, Robert. Puis Robert... Bob, exactement. Il m'a servi de mentor pendant une dizaine d'années avant que je fasse ce rachat de l'entreprise. Un phénomène, ce Bob-là. Oui, effectivement. Mais en tant que tel, j'ai appris beaucoup de cet homme-là qui avait roulé sa bosse, pas uniquement en restauration, mais en immobilier, en politique et autres choses. Donc, ça m'a aidé beaucoup à faire mon chemin là-dedans. OK.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu penses? Quand est-ce que, j'allais dire, tu sais, on a toujours l'impression que c'est le 12 juillet 2022 à 2h15 d'après-midi qu'il s'est passé de quoi? Mais, mettons, toi, si je t'avais demandé ton opinion au Bézeret, comme opérateur, le 15 juin 2021, 15 juin 2022, 15 juin 2023, y a-tu une période où t'as commencé à sentir le tapis glisser? Ben, j'aurais aimé que tu me dises aussi le 15 juin 2019. Allons-y, 19, 20, 21. Allons-y. Je veux juste savoir la genèse de ce que... Tu sais, tu t'es peut-être dit, oh, il y a des signes, mais en disant peut-être c'est passager. Puis là, à un moment donné, tu sais, je veux savoir comment tu as senti l'affaire. Je dirais que la pandémie, pour moi, elle a eu un effet majeur. Les habitudes de consommation ne sont jamais revenues les mêmes qu'elles étaient avant pandémie. OK. Ce que tu avais avant, puis après pandémie, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Que ce soit sur les ventes d'alcool, sur tout a changé. Okay. Puis, on se cachera pas, durant la pandémie, on a fait quoi chacun dans nos chaumières? On a soupé, on a appris à consommer, à profiter de notre maison. Oui. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui reste et qui perdure aussi. Faire à manger plus qu'avant? Exactement, faire à manger, puis recevoir les amis à la maison. On pouvait pas le faire durant la pandémie, sauf que maintenant, il y en a qui ont appris à cuisiner. Il y en a qui l'ont fait. Non, exactement. Mais bref, je pense que ça, c'est des habitudes qui sont restées. Je dis pas que 100% des gens vont souper à la maison, mais je veux dire, c'est des habitudes aussi qui ont changé. Les habitudes d'achat de consommation ont changé pour tout le monde. Et est-ce que, Sébastien, tu dirais que d'une certaine façon, parce que tu as eu à réfléchir en masse, puis c'est pas des décisions qui se prennent en 2 minutes, là, de décider d'arrêter d'opérer, surtout quand tu as mis tout ton cœur là-dedans, beaucoup d'argent aussi, dans le fond, c'est beaucoup tout. De sacrifices. Mes employés, c'était ma famille, puis pour la plupart d'entre eux, j'en ai qui travaillaient pour moi depuis 20 ans, ben je les voyais plus que mes enfants, puis c'est sûr, c'est un travail tellement à temps plein. Mais es-tu surpris, d'une certaine façon, d'en être arrivé là? As-tu déjà imaginé qu'un jour, faudrait que tu fermes ton restaurant? Non, jamais. J'étais pas. C'est impossible, hein? On pense pas à ça, là. C'est impossible. Tu peux pas avancer en pensant de même. Je me voyais essayer de le transformer, de changer de. Peut-être même déménager, toutes sortes de. Non, en vendant le bâtiment, c'est ce qui était dans l'air. On avait regardé certains locaux sur 3e Avenue pour éventuellement déménager les opérations. Le but, le soir, là, essayer de trouver une place le vendredi, samedi soir au Mézeray, aller jusqu'à la semaine passée, c'était encore impossible. Ça roulait le soir. Le midi, c'était autre chose. Mais le but, c'était d'avoir des opérations plus petites un peu pour rationaliser les coûts, rationaliser un peu les employés et tout ça, pour aller chercher la rentabilité qui était là avant la pandémie. Là. Et ce que je comprends pas, mais en même temps, je sais pas si c'est l'autre ou les restaurants, mais j'essaie de voir quand t'as mettons, justement, la perception qu'on a, nous autres, pis t'as bien les restaurateurs qui vont dire la même affaire. Si c'est pas plein jeudi soir, vendredi soir, t'as mieux de fermer tout de suite parce que ça sera pas plein le lundi nécessairement. Puis bon. T'as beaucoup de restaurateurs qui ont décidé, je sais pas si c'est pas une décision probablement plus administrative, mais de fermer le dimanche, lundi. Il y en a que c'est dimanche, lundi, mardi. Ils travaillent juste du mercredi. Tu sais, il y a une façon d'opérer différente. Oui. Puis je me dis, mais comment tu fais pour être rentable? C'est ça mon problème. Comment tu fais pour ne pas être rentable quand tu as des soirées extraordinaires? Qu'est-ce qui fait que ça coûte cher? C'est-tu les frais de base, c'est-à-dire l'électricité, le chauffage? J'essaie de comprendre. Ouais. Les frais de base ont augmenté. Les DAS, les déductions à la source pour ceux qui sont pour les employés? Exactement, parce que si on recule, dans le temps que la restauration, on avait du 10-12% de bénéfices nets, ouais. Il y avait un crédit d'impôt pour pourboire qui n'existe plus. Maintenant, ce crédit d'impôt-là, il est à la hauteur de 25%. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un employeur doit payer des DAS sur le pourboire qui est le salaire de l'employé. Je veux dire, c'est de l'argent qui nous passe pas entre les mains, mais qu'on cotise à l'impôt. Et je veux dire, c'est correct. Ça fait partie de notre système au Québec. On fonctionne comme ça. Par contre, un serveur quand on voit le salaire minimum augmenter, qu'on paye, exemple, 12 $ de l'heure, mais en réalité, son vrai salaire, c'est 45 $ de l'heure avec ses pourboires, là. Mais je veux dire, aux États-Unis, on a des restaurations qui fonctionnent bien, qu'on paye des serveurs à 4 $ de l'heure. Nous, on les paye 12 $, mais on cotise en plus, donc on les paye 45 $ de l'heure. Le marché est complètement différent. Là. Ça, c'est-tu récent, ça, ou ça a toujours été de même? Le crédit d'impôt qui a été aboli, ça fait plusieurs années, mais je veux dire, ça s'accentue, là. Mais puis d'ailleurs, si c'est dur pour le Mézeray, c'est dur pour d'autres restaurants. Puis la poussée inflationniste, Gilles. Oui. Si, toutefois, dans la dernière année, on a eu à augmenter les menus de 15 à 20% pour la plupart d'entre nous, ça veut dire que, exemple, si on prend le personnel salaire à manger, ils ont augmenté leur salaire de 15 à 20%. Donc, on a augmenté nos charges sociales aussi sur ce salaire-là. Tu as le salaire, plus les charges sociales, plus les... Exactement, parce que si exemple, tu vendais 1 million, puis là, tu augmentes de 20%, tu vends 1,2 million, mais tu vas payer du pourboire sur 1,2 million, tu vas payer des charges sociales là-dessus, mais tu n'auras pas fait plus d'argent au bout du compte. Non. Donc...
il y a un système, je pense, qu'il faut qu'il soit épuré. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que présentement, ceux qui tombent comme des mouches, c'est la restauration indépendante. Ben c'est ça, je vois. Puis, les réseaux semblent plus solides. Je parle des réseaux... Les chaînes, exactement. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est qu'à Québec, si on recule d'il y a 15 ans, puis j'ai rien contre les chaînes, mais il y a 15 ans, des chaînes à Québec, il y en avait pas énormément. Pas tant, c'est vrai. Il y avait des grosses chaînes comme Saint-Hubert. McDonald's, Saint-Hubert, Mike's et tout ça. Mais présentement, là, il y a un gros essor là, des chaînes s'implantent sur Québec, puis on va perdre un peu le joyau de la capitale, qui était une capitale de gastronomie. Puis à chaque fois qu'il y a un local qui se vide, exemple sur Saint-Jean, puis que c'est une chaîne qui embarque dedans, ben on perd de notre joyau de la gastronomie. Là. Complètement. Puis tu sais, soyons honnêtes, soyons réalistes. Là. On n'a pas à être honnête, on pense qu'on le lit quand on parle, par nature, mais... Mettons que tu sais, tu as voyagé, puis tu voyages, tu espères voyager encore, puis moi aussi. Quand on va, mettons, à Paris, on va à Rome, n'importe où, des endroits touristiques que l'on désire visiter, on arrive là, la première affaire qu'on fait, c'est pas d'aller au McDo, là. Non. On cherche la saveur locale, on cherche à goûter. Tu vas aller à Nice, tu vas aller en bord de mer, tu vas aller chercher le repas du jour. Ouais, tu vas aller en Espagne, n'importe où, c'est ça. Et tu veux, ben, le McDo va être là partout, il n'y a pas de trouble, mais c'est une curiosité pour moi. C'est pas intéressant. Ça ne l'est pas parce que par habitude, ici à Québec, mais je sais qu'il y en a, c'est un plaisir. Je juge pas du tout. Je dis juste, quand tu arrives à Québec, la capitale touristique du Canada, parce que c'est de même que ça reste vrai, les gens veulent goûter Québec. Ils veulent goûter le terroir québécois. Complètement. Si on regarde, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Oui. Les produits québécois, il y a 30 ans, il n'y en avait pas. Puis là, maintenant, on a des excellents fromagers au Québec. On a poussé le boréal. Moi, ça m'impressionne. Ce qu'on a dans le Nord, là. Exactement. Dans le Nord, puis partout au Québec. Ben oui. C'est toutes des choses qu'on peut faire découvrir aux gens. Puis c'est malheureusement pas quelque chose qu'on va retrouver au menu des chaînes. Là. Ça veut dire que la fermeture d'un restaurant, il n'y a pas un seul facteur récent, mettons, l'inflation. C'est un ensemble de facteurs. T'as pas le choix, hein? Ouais. Puis c'est pas pour avoir l'air de quelqu'un qui veut noyer le poisson. Non, la réalité, c'est que l'addition de tout ça fait... Bon, OK, mettons que t'as ces facteurs-là. Toi, Sébastien, à partir de quand dans tes prévisions, tu dis, OK, attends un peu, là. Attends un peu. Est-ce que là, on annonce... Mettons, je présume, là, je suis dans ta tête 2 secondes. T'as écouté la fin de l'année, tu suis un peu l'actualité, parce que surtout l'actualité économique, les taux d'intérêt, la Banque du Canada, puis là, t'apprends qu'on a atteint le maximum, 5%, puis que ça va redescendre. On sait pas quand, mais ça va redescendre. Fait que là, tu dis, OK, il va y avoir peut-être... un retour un petit peu plus de sortie, le monde s'énerve un peu plus dans un an et demi. Est-ce que je table là-dessus, mais ça peut prendre 3 ans parce qu'on sait jamais. Fait que, tu sais, je comprends. À partir de quand tu fais des calculs en te disant, est-ce que je pousse encore, je tiens-tu encore, je suis capable de tenir un bout, j'ai-tu le goût de tenir, j'ai-tu le goût de tenir ça à bout de bras, ça se peut-tu que ça relève comme avant? Tu sais, toutes ces questions-là, t'es eu, là. Oui. Ben, moi, je l'ai fait. Fait combien de temps t'es là-dedans, mettons? Depuis la pandémie. Hein. Okay. Depuis après-pandémie. C'est sûr 2022, depuis 2022 à sortir. Là, depuis 2021, que la tête a pensé à recentraliser les opérations, à changer le modèle d'affaires et tout ça. Il faut être en mesure de l'opérer, ce changement-là, par contre. Ça veut dire que, dans le fond, si tu avais vendu... Oui. Parce que là, s'il n'y avait pas toutes les contraintes de la ville, toi, dans ton cas, c'est un cas particulier. Septembre 2022, je donne le mandat à mon courtier, je vends. J'avais 3 locales, je déménageais, puis on opérait des... On parle plus de ça aujourd'hui, là, pour toi. Là, aujourd'hui, on parle plus de ça. Mais il y a un an, si ça s'était réalisé, le mec serait rendu... on serait ailleurs, effectivement. OK. Bon, ça veut dire que tu aurais peut-être pu sauver le Mézeray. Oui. Mais là, dans les circonstances actuelles, il y a trop d'inconnus, c'est quoi? Ben, moi, dans les circonstances actuelles, je me suis rendu au bout de ce que je pouvais financièrement. Okay. Puis, je veux dire... Même si la bâtisse, t'appartiens-tu, la bâtisse? Ou elle appartient à la banque? Elle est partie intégrante de la compagnie. Là. OK. Ouais. OK. Donc, tu sais, éventuellement, s'il y a quelqu'un d'autre qui se présente, qui reprend les opérations, ben, il y aura peut-être un Mézeray 2.0. Mais ce sera pas sous mon égide, là. Y a-tu bien des étapes où... Est-ce que tu avais en tête plus le frein en disant ça n'a pas de bon sens de faire ça? T'avais-tu de la misère à te mettre à l'idée que ça pouvait arriver? Ben, oui, c'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain. Ma conjointe serait avec nous à l'après-midi, on lui prêterait le micro, je veux dire, le gars qui dort pas, le gars qui plus anxieux qu'avant, qui est anxieux, qui dort pas, mais en même temps, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une famille. T'sais, mes employés, c'était ma famille. Ça te fait mal plus, là.
Oui, il y a des gens, tu sais, je pense à un homme qui travaille pour moi, qui était sur l'aide sociale avant, qu'on l'a pris par la main, on l'a sorti de là, que ça fait maintenant plusieurs années qu'il travaille pour moi. Puis les affaires vont mieux, puis bon. Exactement, puis tu sais, des jeunes, tu sais, on se cachera pas, tu sais, en restauration, au niveau des employés qu'on a, mais il y a des gens, des fois, ça va être plus difficile un peu pour eux autres la vie, mais je veux dire, moi, là, ces gens-là, je les prenais par la main. Je comprends. Puis peut-être trop. Peut-être pas assez. Ouais, mais c'est ta nature, c'est ta nature. Mais moi, je donnais beaucoup à mes employés, puis je veux dire, exemple, la journée qu'on a fermée là, en mars 2020, là, ben, mes employés, ils sont venus, ils étaient tous tristes, mais au lieu de prendre des stocks, puis ils sont tous repartis avec un sac. Là. J'ai dit, gardez, gang, on fait. Prenez de la nourriture, allez-y. Prenez de la nourriture, il y en a qui ont des jeunes enfants, puis tout ça. Là. Ça me rend triste, ça c'est l'affaire qui me crève le plus le cœur, puis je pense que c'est la chose qui m'a retardé le plus à prendre ma décision. J'aurais dû pas prendre cette décision-là avant. T'sais, si on regarde au niveau comptable, tu dis, bon, ben, OK, on arrête l'endettement, on prend cette décision-là, puis elle devienne que pourra. Mais pour ma part, j'avais malheureusement encore espoir de pouvoir vendre le bâtiment pour pouvoir relocaliser, puis maintenir ces emplois-là. Là. Maintenir présentement, c'était 22 employés, mais maintenir ces 22 emplois-là en vie. Là. Est-ce que pour être capable, Sébastien, de prendre la décision, il a fallu que tu puisses dans ta tête, parce que t'as pas 96 ans, là. Tu sais, t'as quel âge? 45. T'as 45 ans, on est d'accord que c'est assez jeune, là? Oui. Est-ce que prévoir dans ta tête, pas obligé de m'en parler aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, la suite des choses, c'est important pour être capable de prendre une décision? Savoir qu'est-ce que tu vas faire après? Ben, tu sais, t'as des enfants, t'as une vie active, t'as peu, là, tu sais, c'est ta vie, oui. Tu mets beaucoup de temps, t'as mis beaucoup de ta vie là-dedans. Là. Oui, j'ai mis ma vie. Ben oui. J'ai mis toute l'énergie du désespoir là-dedans. Là. Peut-être effectivement, je suis peut-être trop dedans pour des fois prendre la décision en tête froide. Ouais, mais dans le fond, oui, mais c'est ta nature. Fait que moi, je dis, t'es le même que c'était difficile d'être différent. Moi, il y a bien des choses, je me dis, j'aurais dû faire différemment, mais tu sais, j'avais une tendance avec mes employés, c'est pareil, être généreux, puis leur en donner beaucoup, puis en espérant rien, en disant juste c'est le même que je suis, puis je suis content de faire plaisir, puis si ça vous fait plaisir, tant mieux. Tu sais, moi, je trouve que c'est le même qu'on travaille, humainement, on travaille bien comme ça. On est entouré de gens qui t'en donnent. Humainement, lundi soir, là, c'est pas Sébastien qui annonçait ça à ses employés. Je peux pas faire ça. Moi. J'ai dû le faire, mais je peux pas faire ça. C'est pas toi, c'est pas dans... Ouais, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Max, là, qui va se reconnaître, c'est un gars qui travaille avec moi en cuisine depuis 12 ans. Là. Max, au début, il faisait son stage, il finissait son secondaire, puis il faisait un stage chez nous. Puis je le vois arriver à un moment donné, Max, il avait en plein hiver, avec son vélo, pas de break, pas de vitesse, puis tout ça. T'sais. Ben moi, j'ai vu Max aller, puis là, quand il a fini son stage début mai, je suis parti avec, on est allé au magasin de vélo, et j'ai dit, tiens Max, pour ton stage que tu as fait chez nous, ben regarde. Après ça, il y a eu un emploi, mais je veux dire, il a donné un coup de main. J'ai donné un coup de main, c'était pas un gros coup de main, c'est rien, là. Mais je veux dire, humainement, j'étais comme ça avec les gens. Je l'aurais pas laissé comme ça, là. Non, je comprends. Très bien. C'est sûr que pour toi... mais est-ce que tu sais, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais faire après? Est-ce que la restauration, c'est encore assez fort dans ton âme et conscience pour essayer de faire quelque chose là-dedans? Je vais éventuellement rebondir, c'est sûr. OK, parce que tu dis pas non jamais. Ben ça non. fait partie de mon ADN. Oui. Depuis février, je redonne, j'enseigne la cuisine. Ah oui, bien ça, je voulais t'en parler. J'enseigne à l'école hôtelière. Physiquement, il y a certaines choses en restauration que j'avais plus de difficultés à faire. Fait que j'ai décidé d'aller redonner. Mon savoir, il est là. Ben, maintenant, je le transmets. Mais c'est sûr que la restauration, ça fait partie de mon ADN. Sur la forme actuelle, peut-être pas. De quelle façon que le marché va se transformer, de quelle façon que moi, je peux rentrer dans le marché puis que je peux trouver ma niche. Puis, tu sais, je veux dire, ma pizza, là, c'était la meilleure à l'Ouest de Rome, tu l'as dit, je sais pas combien de fois. 1 milliard de fois. Puis pendant peut-être les 20 ans qu'on a fait de la business ensemble au niveau des communications. On a vendu 2-3, hein? Ben, on en vendait 3000 par année, là. Fait le chiffre. Le homard, tu parles? Juste de homard, là. Mais on en a vendu, tu sais, au moins 60 000 puis du homard, là. Mais je veux dire, c'est pas parce que le produit était mauvais, là. Ah, oui, il y en a qui le trouvaient trop cher. Mais effectivement, il était trop cher. Mais c'est le marché qui dit que ça, là.
Ouais, toi-même, ça devait te fatiguer des pizzas à 50 piastres. On a commencé ensemble, Gilles, en 2001, la pizza au mort, là, elle était à 19,95. Puis c'est un produit d'exception à ce moment-là. C'est un produit d'exception. Puis à la fin, on était obligé de vendre ça au-dessus de 40$ pour essayer de faire des frais avec ça. Là. Fait que, oui, à 40$ pour une pizza, là, c'est trop cher. Ouais. Je suis convaincu de ça, là. Mais on a un système qui dit que les prix du marché sur certaines choses, entre autres sur le lait, le fromage, toutes des choses. Ouais, mais tu sais, en même temps, je veux pas être plate, mais toi, tu es un consommateur, tu vas à l'épicerie, comme tous les gens qui sont dans la restauration font l'épicerie, tous les gens qui font l'épicerie, qui vont au restaurant, ils savent. On a noté, depuis le gars que je fais dans un restaurant, quand je vais au restaurant, je leur dis « Oh, les menus sont neufs! » Ils partent tout à rire en disant, tu sais, partout les menus sont neufs, parce que les prix ont changé, là. Oui, mais... c'est normal! Mais en même temps, on le sait. Mais moi, je le dis à la blague, parce que j'ai dit, je suis conscient de votre affaire, je suis pas... D'abord, je suis là. Fait que c'est pour ça que quand j'entendais, tu sais, je trouve que la façon, comment dirais-je, il y a un paquet de circonstances qui expliquent que les gens vont moins au restaurant parce qu'ils ont moins d'argent, puis il y en a qui ont de la misère à payer les cours de leurs enfants aussi, puis ils ont de la misère à payer tout ce qu'ils ont acheté, peu importe les raisons. Mais quand j'entendais des restaurateurs dire, j'ai vu ça dans le journal de la presse, puis ça, je dis à ma blonde, ça, c'est le genre d'affaires qui m'agacent. Je vais t'expliquer. Parfait, je te donne l'exemple. Puis je veux t'entendre là-dessus. Il y a un restaurateur qui disait, là, c'est rendu que les gens viennent, partagent une entrée à deux, ils prennent un repas à deux, les gens sont devenus cheap. Moi, j'ai dit à ma blonde, il pourra aussi dire merci d'être venu parce qu'il y en a une gang qui ne viennent plus. Au lieu de dire qu'on est cheap à séparer nos repas, ça se peut qu'on mange moins, ça se peut qu'on fait attention à notre ligne, est-ce que c'est parce qu'on est cheap? Tu comprends-tu qu'un restaurateur me dise, ben là, les gens achètent moins qu'avant? Peut-être. Ils se vendent moins de vin qu'avant, si c'est un fait. Vous pouvez le dire, probablement que les gens font attention, parce qu'il y a même des... Moi, je viens de lire quelque chose qui m'a rassuré d'une certaine façon, tu vas rire, là, parce que je disais que les restaurateurs ont dit, pour se reprendre, vu que les gens prennent moins de bouteilles, on a monté le prix des verres. Parce que nous autres, il faut être rentable, tu sais, il faut faire nos affaires. Fait que je n'étais pas surpris, mais en même temps... Là, j'espère que je vais te faire sourire au moins. Je suis allé... quand ma blonde, en tout cas, on célébrait une partie de ses études qui est en train de terminer. Fait qu'on... On est allé au Sam du Château-Frontenac, c'est toujours beau la place, puis ça patente. Puis mon côté cheap, moi, il y a un 20% pour les amis du château, fait que c'est parfait. Alors, ça va être beau, on y va. Mais on commande un verre de vin, puis c'est le vin le plus cher que j'ai jamais pris de ma vie. Je me suis pas informé. Mais j'ai eu un verre de vin à 42 piastres. J'avais jamais pris ça de ma vie. Mais tu sais, le gars me l'a pas dit, c'est pas de sa faute, puis j'ai pas fait de plainte. Mais je me dis, OK, là, on est rendu, t'as des verres de vin entre 15 et 20, c'est pas rare, là. Ouais. Surtout, mais 25, 30, 35, tu vas voir ça plus. Ouais. Fait que tu sais, bon. Mais j'aimais pas, ce que j'aimais pas, c'est qu'on critique notre façon de consommer quand on est dans le restaurant, tu comprends? C'est pas de me licher les pieds non plus. Mais en fait, la restauration, là... Et je sais que c'est compliqué. Elle est là depuis longtemps, puis elle va toujours être là. Ça va rester un plaisir. C'est un plaisir, c'est un loisir, c'est un divertissement. On a besoin d'aller se divertir. C'est quoi nos sorties? Mais, on va plus danser, là. Mais que des gens, ils consomment moins, c'est normal. Ils ont-tu un plus gros budget? Non. Mais ils ont-tu besoin de se divertir? Oui. Tu vas être divertir. Donc, de partager une entrée, de partager une pizza, de partager... Mais on est là, t'es-tu d'accord que si on est là, tu peux dire merci, on est là? Exactement, mais c'est pour ça que je disais que le modèle de restauration, il est en transformation. De quelle façon que ça va finir? On sait pas, ça va durer 5, 6, 7 ans de redéfinir un peu la restauration pour que trouver des types de restauration qui peuvent être plus rentables et tout ça, là. T'es pas un ami qui vient manger le samedi soir à tous les soirs, mais on s'est parlé assez pour se connaître, Sébastien. Puis je sais que tu voyages, t'aimes voyager, t'aimes découvrir, t'aimes essayer les affaires, mais je sais aussi que si tu vas en voyage en Italie puis on te sert une margarita à 29 €, tu vas capoter. Oui. Tu vas dire, ça vaut pas ça. 29 €, c'est 45 $. Je dis pas que c'est ça, là. Je dis juste qu'on a des endroits maintenant, surtout dans le secteur touristique de Québec, où des pizzas margarita sont à 28, puis des pizzas avec de la viande, c'est 37, 38. Mais tu sais, on va me dire que c'est un prix de tourisme, parce que c'est ça qu'on me dit quand tu es sur Saint-Louis, dans ce coin-là, tout est un petit peu plus cher. C'est pas toujours vrai, mais je veux juste dire... Je sais que toi-même, comme consommateur, comme gars qui va aller avec sa blonde en voyage, t'aimes ça d'en avoir pour ton argent. Oui, mais tu vas en voyage, tu vas en Espagne, en Italie, tu prends une bière au restaurant, va te coûter 2 €. Va te coûter environ... 3 piastres et demi. Tu vas l'avoir bien payé, là, mais 3 piastres et demi. Puis ici, au Québec, avec le système qu'on a 7, de taxation, ben, on est obligé de vendre la bière 7, 8 puis 9 $. On est rendu là. Tu veux dire que t'en fais pas tant, même si c'est à 9. Comme système. La caisse de bière, là, au dépanneur, là. Oui. J'en achète pas de caisse de bière au dépanneur. Une dose, c'est 25 $, à peu près? Une dose, c'est 25 $. Bon, okay. Donc, à peu près 2 piastres et demi la bière. Oui, cosse. À peu près. Une caisse de 24, un restaurateur, dis-moi comment on paye ça. C'est sûr que c'est plus. Bon, mettons à 2 piastres, 24, 48, je vais dire 60.
c'est plus aux alentours de 80-85 $. Il patine, ça. La caisse à 24. Fait que la même caisse. C'est 20-25$ de plus que le citoyen normal. Le citoyen normal, il va l'acheter, par exemple, à 39$ à l'épicerie. Puis pourquoi ça? Ben, c'est la taxe sur l'alcool. Ah, le timbre, c'est ça qu'on dit? Le timbre ou les droits de. Mais nous autres, comme restaurateurs, là, va justifier à ton client que dans le dépanneur à côté de chez vous, il a acheté la bouteille de bière. 2,25$. 2,25$. Puis que toi, de ton côté, tu y vends... La même bière, tu y vends 8$. Là, il va dire, t'es un bandit, tu me la vends 4 fois le prix, mais je la paye pas le même prix que le dépanneur. Mais t'as pas le temps d'expliquer ça à tout le monde. Le système est comme ça. Je pense que le système est dû pour être revu. Ouais, ben on pourrait dire la même chose de la SAQ. Parce que quand tu parles aux importateurs privés, t'as dû en parler avec du monde là-dedans, puis ils sont pas rien que la même affaire. Peu importe ce que tu fais, si tu vends chez vous, un produit que tu fais chez vous, c'est la SAQ qui décide le prix que tu vends chez vous. Ouais. Il n'y a pas de place dans le monde, c'est de même, là. C'est une vache à lait pour le gouvernement, fait que je pense que c'est normal qu'il y ait certaines taxes. Par contre, je vais te donner un exemple. Écoute, 2 secondes. Il y a 2 ans, je suis allé en Islande. Vas-y, je t'écoute. T'es allé en Islande. En Islande, le gouvernement, sa première source de revenus, c'est le tourisme. Ouais. La deuxième source, avec la troisième, c'est la pêche et l'alcool. L'alcool est surtaxé à 60% par rapport au prix qu'on a ici. Okay? Oh, OK. Donc, si tu vas dans un magasin d'État, t'achètes une bouteille de gin Hendrix, exemple, qui coûte environ 50$ ici à la SAQ. Là-bas, elle est 100$. Par contre, lorsque tu arrives au restaurant, c'est pas le même prix, là. Tu payeras pas ton gin... il ne vendra pas aussi cher? Ben non, exactement. Avec les verres là-bas, un verre de vin, c'était entre 11 000 puis 12 000 couronnes, donc environ 11-12$. Taxes, services inclus. Comment il explique ça, c'est le contraire de nous autres? C'est-à-dire que... Je sais pas. OK. Mais là-bas, ils ont fait... Pour encourager le tourisme, dans le fond. Exactement. Okay, je comprends. Pour ne pas coincer le tourisme. Exactement. OK, je comprends. C'est une décision politique, c'est sûr. Oui. C'est une politique qui ont dit, écoute, les touristes sont importants. C'est une décision politique de financer notre système. C'est correct, on a un système... Très à gauche, soyons honnêtes. On est très socialement engagés. Les congés parentaux, le dentaire pour les enfants, pour les personnes qui ont des besoins. Non, on est socialement un peu comme les Français. Oui. C'est beaucoup plus lourd. On paye pour ça. Il y a des coûts pour ça. Est-ce que ça va bien en France présentement? Pas tant que ça. Donc, on base notre modèle là-dessus. Peut-être qu'éventuellement, on va frapper notre mur. On pourrait penser, effectivement. Avec les négos, moi, je me dis une chose. Comme consommateur, payeur de taxes, quand je vois que les syndicats font la danse du soleil parce qu'ils ont bien réglé avec le gouvernement, je me dis, est-ce que les gens qui ont appuyé ont tous voulu que ça coûte plus cher d'impôts, parce que c'est ça qui va arriver, là. Faut être honnête, oui, moi, je pense que l'éducation, c'est fondamental, l'instruction, c'est fondamental, mais on est d'accord que ça coûte quelque chose. Là, ça ne sera pas gratuit. Il n'y aura rien de gratuit là-dedans, c'est sûr, sur ce. Est-ce que, avant de prendre une décision, quand on revient au Mézeray, tu essayais d'avoir des partenaires, des gens qui pourraient embarquer avec toi, injecter de l'argent? Tu sais, il y a plein... Je sais que tu as dû avoir plein d'idées par la tête, mais... L'année dernière, j'avais engagé un chef, Guillaume, qui a rempli mes souliers plus que rempli. Il a amené du renouveau. Il était meilleur que toi? Il était très bon. OK? Puis le but avec Guillaume, c'était de s'associer ensemble éventuellement dans l'éventualité de déménagement. On s'est pas rendu jusque-là. OK. C'était le plan. C'était le plan, effectivement. Est-ce que, dans le fond, si je résume ce que tu me dis tantôt, ce qui te peine le plus de la fermeture, outre le côté affaires, c'est vraiment les employés, là, dans le fond. Oui. Est-ce que le fait de penser que tu vas être un bout de temps à pas faire ton métier à tous les jours, ça donne le vertige? Ben, j'ai des hauts et des bas par rapport à ça, là. Je veux dire, je pense que ces nuits blanches sont pas terminées. De pas faire mon métier... Tu sais, c'est sûr que je vais m'ennuyer de tout ça pour un temps. Je vais voir. Tu vas avoir besoin de prendre de l'air un peu, c'est ça. Présentement, j'ai besoin de prendre de l'air par rapport à ça. Je me suis rendu au bout de ce que Sébastien était capable de donner. Je veux dire, humainement, j'ai donné 100% de ce que je pouvais donner. Est-ce que tu aimerais ça que le téléphone sonne ou t'es le genre à plutôt regarder ce que tu aimerais faire? De toute façon, même si le téléphone sonne, tu prends pas n'importe quoi. Non, mais tu te faire une tête sur ce que tu veux faire, faut que tu laisses... Présentement, je vais gérer la transition avec cette entreprise-là. Puis on verra. Dans le monde de la restauration, on a parlé d'une bombe quand on a parlé de Normand Laprise qui a annoncé la fermeture de 5 restaurants. Oui. Est-ce que toi, étant dans le calcul, en regardant, t'es plus dans le milieu de la restauration, t'es-tu moins surpris que le public? Ben moi, je suis pas surpris. Là. Puis, sérieusement, on parlait de la date du 18 janvier pour rembourser
prêt d'urgence fédéral. Là, je crois que c'était reporté au 31 mars. Parce que tu l'as dit tantôt en entrée de jeu qu'il y en a plus que 90% qui n'ont pas remboursé. Mais non. Puis je veux dire, avec ce que je t'ai dit tout à l'heure au niveau de la moyenne de bénéfices nets. Oui, 2,8, si j'ai bien entendu. 2,8. Puis la moyenne de chiffre d'affaires au Québec, là, on a parlé de moyenne de bénéfices nets. La moyenne de chiffre d'affaires, selon toujours des données de la RQ, c'est environ, dans ce type de restauration-là, c'est environ 695 000 la moyenne. Donc, si tu fais du 2% de ça, quand est-ce que tu vas avoir eu le temps, en 2 ans ou 3 ans, d'accumuler pour rembourser ton prêt? La restauration, elle a été, je pense, celle qui a été la plus touchée par la pandémie au niveau des entreprises. Ben, le télétravail, faut t'en parler. On en a moins parlé dans le podcast, mais le télétravail, la non-imposition du retour au travail. Toi, tu le vis au Mézeray parce que t'as plein de fonctionnaires autour. Mais Montréal, la prise, dis-moi, on s'est fait on a fait un centre en fait, comme un centre de cuisine pour tous les restaurants. C'est ça, cuisine centrale. Puis l'idée était pas mauvaise du tout. On regroupe puis on est capable d'être plus efficace puis tout. Mais s'il n'y a pas de monde dans les restaurants puis s'il n'y a pas de monde en ville. Il peut pas. Puis il n'y a rien qui dit que ça va changer là. Tu sais, on disait hybride au début, puis les gens vont venir. Mais c'est sûr qu'au niveau des entreprises privées, d'avoir des espaces de bureaux partagés, ça permet d'avoir des frais de location beaucoup plus petits. Au niveau du gouvernement, pourquoi le gouvernement n'a pas imposé le retour au travail? On le voit présentement, que ce soit chez Transport Canada, name it, la plupart des ministères ont des passeports. On a eu plein de ministères qui vivent des difficultés. Est-ce que c'est parce que la productivité a diminué? Écoute. Y a-tu vraiment moins de monde qui travaille au gouvernement? Ben non, pas du tout. Ça monte à chaque année. OK. Mais l'efficacité, on n'est pas sûr. On sait pas. On va voir. Platement, là. Oui. Qui donne l'exemple si c'est pas le gouvernement en termes d'employabilité? Si le gouvernement au complexe G ne sont pas obligés d'aller en ville, pourquoi les autres entreprises, les entreprises d'assurance, IA, compagnie d'assurance, Beneva et les autres, il y en a beaucoup au Québec, là. Desjardins, il y a une flexibilité. Je les blâme pas, il y a une flexibilité. Il y a des avantages au télétravail. Ça fait l'avantage. Puis même au plan de sauver la planète, c'est bon, moins d'auto sur la route. Tu sais, d'un bord comme de l'autre, il y a des avantages. Pour certaines entreprises, c'est plus facile, on est d'accord, en assurance, où il y a beaucoup de paperasse, ben ça peut se faire à distance. Fait que moi, je blâme pas les gens qui adorent ça parce que il y a beaucoup d'avantages à ça. Mais dans les faits, ça a des conséquences sur la vie citadine. Oui. La vie sur la rue Cartier, la rue Magua, la 3e avenue, partout, là. Oui. Puis en ville, c'est la même affaire à Montréal. C'est ça, là, Montréal, Sainte-Catherine, le centre-ville est mort. Fait que, tu sais, c'est la faute de qui? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Y a-t-il une solution? Toi, tu disais tantôt, il y a une transformation. Je pense que c'est plate, mais c'est ça. Quand tu arrives devant un mur, ben, faut si l'eau arrive devant un mur, elle va finir par passer quelque part. Oui. Nous autres, là, il va falloir qu'on fasse autrement. Oui. Une transformation qui va finir par s'opérer. Mais il faut tout le temps se rappeler que la Ville de Montréal, mais surtout la Ville de Québec, en termes de prorata, est très, très appréciée des touristes. On ne peut pas vivre que des touristes, mais il y a sur l'année entière, l'apport touristique dans la région de Québec est fondamental. Oui. Tu comprends? Fait qu'on peut pas uniquement les servir avec la fromagerie Victoria, Mike's, juste les restos rapides, ça se peut pas. Non. Il faut qu'ils viennent aussi pour manger dans les restaurants qui sont plus typiques de Québec. Qui aillent chez Boulay manger de la cuisine boréale. Totalement. Qui vivent l'expérience de la bûche, parce que plusieurs vont aimer ça, d'autres vont aller, je disais le Sam tantôt, d'autres vont aller, peu importe, là. Ça prend un ensemble, on est d'accord. D'expérience mais touristique. Ceux qui sont à risque présentement, c'est ceux qui sont indépendants, c'est les bannières indépendantes. Oui. Je sais pas ce que tu en penses, mais quand tu as 2-3 restaurants, mettons, comme Boulay, ils ont le Saint-Amour, ils ont chez Boulay, puis ils ont celui... Les Botanistes. Botaniste doit être plus à risque parce qu'il n'est pas en ville. Tu sais, c'est pas... je suis pas en train de dire, j'ai pas vu les chiffres là-bas, là, mais je me dis, si j'avais une boule de cristal, je dirais, c'est plus facile pour eux autres de laisser tomber lui que de laisser tomber en ville, à mon avis. Fait que, tu sais, donc, on n'est pas sorti de l'auberge parce que les pronostics disent que ça, c'est l'Association touristique canadienne, pas touristique, des restaurateurs canadiens qui dit que il va y avoir une multiplication de fermetures en 2024. C'est inévitable. Oui, parce que les membres parlent aussi, parce que la baisse des taux d'intérêt, elle sera pas avant 6 mois, puis ça baissera pas de 1,5 d'une claque, là. Ça va être 0,25, un autre point. Tu sais, ça n'aura pas d'incidence tant que ça. Je sais pas. Est-ce que t'es... Le financement du fameux prêt du gouvernement pour avoir droit à la grâce de 20 000 sur le 60 000, mais le financement, c'est quand même du financement à 10 là, que des caisses offrent, là.
Et ton financement est sur 60, pas sur 40. Non, exactement. Dans le fond, parce que si t'avais 40... Non, il est sur 40. Il est sur 40, t'es sûr? Il est sur 40. Si tu ne rembourses pas, il est sur 60. Là, tu payes juste ses intérêts jusqu'en 2026. Mais si tu rembourses là, tu as un financement de 40, mais à 10% d'intérêt. Alors, je sais pas si tu connais l'expression cadeau de grec. Oui. Ben, moi, ça me tentera moins, là. Exact. À 10%. Non, je suis parfaitement d'accord. Est-ce qu'il y a des types de restaurants, tu penses, qui, dans la tourmente actuelle, vont s'en sortir mieux? Juste les chaînes ou il y en a d'autres qui peuvent... Les groupes, les chaînes. À Québec, on a quelques groupes de restaurants, des gens qui ont décidé Mettons les Restos Plaisir, exemple. Restos Plaisir, Top Resto, la gang des Archibald, qui est quand même un gros groupe à Québec, le groupe Solio. Je pense, tu sais, les gens qui sont en groupe, je crois parce qu'on peut en jointant ensemble, tu sais, les ressources humaines, la comptabilité, tout ça, il y a moyen, des services, il y a moyen d'épurer des coûts, nettoyer, plein d'affaires qui coûtent de quoi, là? Oui, non, si t'es capable de les mettre en groupe, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que eux vont mieux s'en sortir. Les restaurants à l'intérieur des murs du Vieux-Québec, on l'a dit tantôt, c'est une ville touristique, ben je pense que ces gens-là, ils vont mieux s'en sortir. L'hiver est plus difficile. Par contre, le tourisme, c'est toujours là à Québec. Là. Il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent qui vient d'ailleurs, mais il y a de l'argent. Ah, on le voit, là. Ouais. Moi, je jasais avec M. Viel là, de Québec International, puis il dit des rentrées d'argent, c'est par année, le nouvel argent à Québec, c'est 1,5 milliard. Exactement. C'est de l'argent en tabarouette. Ça veut pas dire que ça va dans les poches de chaque personne, là, mais je veux dire, c'est une contribution fondamentale. Là. Par contre, des restaurants plus en banlieue qui sont ils n'ont pas le même rue, ils ont pas le même apport touristique, puis là, je pense que ça va être plus difficile. Ben, tu sais, je parlais... C'est comme moi, justement, je t'endors des murs. Ben, regarde, je parlais à François Blais, qui est sur la rue Cartier, puis il dit, les touristes viennent pas bien sur Cartier. Ben non, ils se rendent pas là. Tu sais, c'est pas si loin, là. Ouais. Mais même, demande aux gens des Trois Brasseurs, sur la Grande Allée, si les touristes, c'est leur pain puis leur beurre. Pas tant. Puis t'es pas loin, là. Mais t'es Grande Allée. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est au château, qui est en ville, qui est allé visiter là, est-ce qu'il va se rendre jusqu'à la Grande Allée? Tu vas me dire, c'est pas loin, mais il y a quelque chose, tu sais, les murs, bon. Mais tu nous parlais tantôt, juste par curiosité, Sébastien, tu nous parlais des frais, mettons, pour le vin, puis la bière que vous achetez, que vous vendez dans les restaurants. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas, nous autres, quand vous achetez la nourriture, des groupements d'achat, est-ce que vous réussissez à payer moins cher que nous? Y a-t-il des places où vous sauvez? Parce que à un moment donné, je me dis, ça peut pas être plus cher partout. Comme restaurateur indépendant, depuis 1981, je faisais partie d'un groupe d'achat qui à Québec, on est environ 85 restaurants, qu'on fonctionne comme une coopérative. Donc, on a des pouvoirs d'achat d'une chaîne. Ça, c'est pour la moutarde, les fourchettes. Les fourchettes, le beurre, le poulet, mettons? Le poulet, les verres, les équipements, les ententes avec un électricien, avec la ventilation. Sur 100% de ce que tu fais des opérations d'un restaurant, en faisant partie d'un groupe comme ça nous permettait d'abaisser les coûts. Puis moi, là, tu sais, comme restaurateur indépendant, ce que j'allais chercher en ristourne avec ce groupe d'achat-là, c'était la différence entre être rentable et non rentable. Et crime. Ça veut dire que c'est important. Les restaurateurs qui sont pas dans des groupes comme ça, donc qui ont pas le même pouvoir de négociation, je pense que c'est pas plus. Eux autres sont plus à risque, là. Ils sont plus à risque, oui. Puis moi-même, si je faisais partie de ce groupement-là, malgré tout, c'est ça. T'arrives au bout de la tête t'es mise de prix quand même. Pareil. Est-ce que... Bon, je veux qu'on parle un peu de Sébastien. Oui. Toi, tu m'en as parlé un petit peu, mais je pense pas qu'on en a déjà parlé vraiment. Là que tu me dises, t'as commencé comment, puis qu'est-ce qui t'a amené à aimer la nourriture? T'as aimé manger quand t'étais jeune? Moi, je viens d'une famille de restaurateurs. Dans la famille à mon père, okay. Dans la famille à mon père, il était, je crois, 7 ou 8 qui ont... Un gars de Québec ou toi? Des cantons d'Est. OK. Il a œuvré dans la restauration. Son frère Ashton était bien connu. Puis j'ai rentré là-dedans à 11 ans. J'ai commencé à 11 ans à travailler avec mon père, là, plongeur, serveur. J'ai fait tous les postes en restauration jusqu'à l'âge de 18 ans où mon père a dit « Bon, ben tu vas reprendre l'entreprise familiale. » J'ai dit hey, « Attends un petit peu. » J'ai 18 ans, là. J'ai dit, je vais aller au cégep, m'en faire mes cours de... Fait que là, je me suis inscrit en technique administrative pour pouvoir apprendre à compter avant de m'en aller en restauration. Puis finalement, mon père, il a pris la décision de vendre son entreprise parce que je l'ai pas. Il était pas prêt? Ouais, exactement. Ça. Mais je pense que c'était une bonne décision à l'époque. Mais t'aurais pas été prêt plus, là, dans le fond. Non, exactement. J'ai fait du cégep technique administrative pour ensuite faire mon cours de cuisine. Après ça, travailler à l'époque. Ici ou tu t'es promené? Tu es allé en Europe? Non, je l'ai fait ici. Puis après ça, je travaillais au Club de golf Royal Québec. Je travaillais
défunt Paris-Brest sur Grande Allée. Puis avec le Mézeray, après ça, j'ai fait mes armes là, effectivement. Okay, j'ai fait le choix après ça de me ficeler à l'entreprise pour pouvoir... Dans le fond, quand tu es arrivé au Mézeray, ce qui t'a amené à rester là, c'est que tu avais la possibilité de devenir propriétaire, copropriétaire? Exactement. Parce que tu sais, j'avais la fibre entrepreneuriale en moi, puis avant, je m'étais tout le temps dit quand j'ai fait mon cours de cuisine, ben avant l'âge de 30 ans, il faut que tu aies ta business, sinon, ben tu sais, passe à autre chose. Est-ce que c'était le bon choix de business? Ben aujourd'hui, tu sais, je pense que oui, parce que tu sais, la restauration m'a amené des belles choses, m'a amené des belles rencontres. Fait que ça, c'était super. Mais fait que c'était un plan de carrière aussi d'être en affaires. Là. Je comprends. Est-ce que, là, je lance n'importe quoi, puis tu n'es pas obligé de me répondre parce que tu n'as peut-être même pas réfléchi à ça. Mettons, il y a une situation, la bâtisse se vend, puis bon, peu importe ce qui arrive, là, personne ne reprend nécessairement la bâtisse se vend, mais toi, tu as une opportunité, puis peu importe comment elle se présente, tu pourrais relancer un Mézeray ailleurs. Non, mais c'est parce que dans ta tête, des fois, tu peux dire, non, regarde, là, je tourne la page, finie, mais quand je regarde comment ça se passe, quand je regarde, il n'y a rien qui me dit, tu sais, je vois juste des problématiques, pas juste, mais plusieurs problématiques circonstancielles. Exact. Parce que je me dis, est-ce que la pizza était moins bonne? Est-ce que le monde l'aimait moins? Est-ce que... Non. Non. Fait que là, j'ai non. Fait que je suis peut-être optimiste de nature, mais je me dis, dans des conditions gagnantes, à un autre endroit ou un endroit plus correspondant plus à ce que tu dis, parce que le genre de choses dont tu me parles, tu sais que ça existe, mais tu le sais parce que tu sais plus que moi. Des restaurants mettons qu'il y avait 120 places, il y en a qui tombent à 70, d'autres qui tombent à 40, pour être capable d'offrir différemment, moins d'employés, moins de charges, mais un service attentionné, avec un public plus, peut-être pas nécessairement plus pointilleux, mais recherché, puis pas toujours hors d'atteinte non plus, c'est pas ça que je veux dire. Bon, donc c'est pas... Ce que je veux dire, le Mézeray tel que tu l'as connu, tel qu'on l'a connu, il arrête là, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Si toutefois personne ne reprend les opérations du Mézeray comme c'est là, c'est peut-être pas mort dans ma tête, ça va sûrement éventuellement revivre. Parce que. Mais tu pourras pas être 10 ans à attendre ça, c'est ça. Présentement, on parle beaucoup de réduflation, hein? Oui. On a beaucoup qui font ça. Les biscuits Oreo, on l'a vu, là. Mais tu sais, une chose que quand je me suis dissocié de Robert, mon ancien partenaire d'affaires, la principale chicane qu'on avait ensemble, parce que humainement, on s'entendait super bien. Oui. Je l'ai accompagné jusqu'à la mort à Michel Sarrazin. Mais c'est un bon Jack, là. On est d'accord. Si une chose sur laquelle on s'entendait pas, c'est que moi, couper sur la qualité, fait pas partie de mon ADN. Je veux dire, le Mézeray, du temps que j'étais là, que j'étais aux commandes, là, ben, si on prenait une pizza Champlain, que je pense que t'aimais un peu, oui. Ben, chez nous, c'était des tomates du Québec à l'année. Là. Il n'y a jamais eu de tomates du Mexique, il n'y a jamais eu de tomates d'Ontario. Puis je veux dire, je me rappelle de quelque chose de drôle qui est arrivé il y a 2 ans. Tu sais, le livreur, il rentre avec ses tomates d'Ontario. Puis là, je dis, ben non. Ben, il dit, ben oui, c'est ça que j'ai dans mon camion. Je dis, ben non, regarde ta facture, c'est des tomates du Québec. Ouais, mais il dit, tu vas vraiment pas les prendre. Là. Je dis, ben non, je les prendrai pas. Ben, il dit, j'en reviens pas. Ben, je dis, regarde ma face, ça. Ça fait 28 ans que je suis ici, là. Les tomates d'Ontario, il n'y en a jamais rentré, là. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer, là. Fait que t'es prends, t'es remets dans ton camion. J'avais cette fibre-là de croire en mon produit, puis de croire aussi que en n'hésitant pas sa qualité, en gardant tout le temps le produit, ben les gens, tu sais, le Mézeray, on était un restaurant de destination. On n'était pas au centre-ville, c'est vrai. Non. On n'était pas stratégiquement situé. C'est un choix. C'est un choix, mais les gens, quand ils partaient de chez eux, ils savaient qu'est-ce qu'ils venaient chercher comme expérience chez nous. Te l'as-tu fait dire beaucoup, ça doit nourrir, hein? C'est tellement bon. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, ce qui m'a... Avec la page que je viens de fermer, la page du livre que j'ai fermée lundi, tu sais, ce qui m'attriste le plus, c'est que j'ai plein de clients, exemple, d'hiver, ils s'en vont en Floride, là. Puis, tu sais, quand ils viennent là, au mois d'octobre ou au mois de novembre, tu sais, hey, on a hâte au mois d'avril, mais qu'on revienne. Ils ont mort. Eux autres, ils savent pas. Venir manger, ils vont manger leur dernière, ou en tout cas, peut-être éventuellement leur dernière, là. Fait que ça, mais non. Puis, moi, j'ai de la misère à croire. La même chose pour le homard. Le homard, moi, non, j'ai de la misère à croire. J'ai été le premier à faire la pizza au homard, OK? L'année d'après, ben, tu sais, on peut les nommer. Normandin le font maintenant, tout le monde le fait. Piazzetta, Mike, Saint-Hubert, se sont tous mis à travailler ça. Saint-Hubert, pas la pizza par contre. Mais je veux dire, tu sais, on était les premiers à faire de quoi de différent avec nos morts au lieu de servir avec beurre à l'ail et tout ça. Puis moi, j'étais le seul à mettre juste des coudes et des pinces dessus. Je voulais juste le premium, juste la viande la plus tendre. On faisait affaire avec une usine à Sainte-Thérèse-de-Gaspé qui nous offrait un produit unique. Sur mesure pour vous. Qui coûtait plus cher.
Mais en passant une pizza au four à 500-600 degrés, la pizza sortait, puis le homard, il était encore tendre. Et il y a des places que ça peut être plus chewy que ça. Et Caroline, ou sec. Exactement, mais on a fait ce choix-là d'offrir un produit premium de qualité comme le reste de nos ingrédients qu'on utilise. Je peux pas croire que je ne mangerai pas cette pizza-là. Ça va me garder l'espoir, moi. Puis tu sais, nous autres, on travaillait 95% des produits sur place. Donc, c'était beaucoup de main-d'œuvre, de savoir-faire derrière ça. Mais j'ai jamais cru bon d'acheter tout déjà fait. Parce que dans les chaînes, c'est ça présentement. On achète des produits faits en usine, on ouvre les sacs, on fait réchauffer ça, puis c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, je crois beaucoup au métier de bouche. Mon métier à moi, c'est ça. Mais je crois beaucoup que c'est de cette façon-là qu'on peut faire de la bonne restauration. Puis ça va toujours rester. Là. Moi, je te vois pas travailler justement pour du gros volume, parce que c'est pas ça. C'est pas ton âme. C'est pas ça. Puis attention, ce qui est le fun, je pense, parce que si on regarde, mettons, positivement la courbe de la population, les gens vivent plus vieux puis plus en forme. Fait que des gens entre 60 et 80 qui vont encore au restaurant, il y en a en masse. Oui. Ils ont un avantage, c'est qu'eux autres, ils se demandent pas si ça va être trop cher. Oui. Ils veulent pas payer pour rien. Mais tu sais, ils sont capables de payer. T'es d'accord? La carte passe, là, ça va assez bien. Fait que ça c'est intéressant. Puis il y aura toujours un public pour de la nourriture qui est faite locale, avec des produits d'ici, de qualité, avec des chefs de renommée. Puis je considère que tu en es un. Fait à ce moment-là, tu dis, si tu trouves ta niche, tu trouves. C'est pour ça que j'aimais bien ton idée, votre idée, toi puis ton ami chef que vous aviez comme idée, c'est de faire quelque chose qui était probablement moins gros, même comme restaurant, mais c'est clair que tu viens pas compétitionner le Normandin quand tu fais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est ça qui c'est le même. Nous, exemple, pendant la pandémie, on l'a fait comme tout le monde, on a fait du take-out, on a fait de la livraison. Puis t'avais un produit parfait pour ça, la pizza, c'est pas pire. Oui, mais après pandémie, là, je veux dire, on a arrêté la livraison, là. Nous, là, c'est pas un produit qui est destiné à ça. Il y a des gens, là, mais c'est pas aussi bon pareil, là, qu'en salle, là. Soyons honnêtes, là. Non, il y a des gens qui le faisaient, c'est correct. Mais je leur disais tout le temps, mais ce sera pas comme en salle à manger. C'est sûr que ce sera pas pareil. C'est pas les mêmes attentions, c'est pas la même chose. Puis tu prends un produit premium, puis tu t'en vas le scraper d'une boîte en carton. Ça marche pas. Tu irais pas à la bête prendre un steak d'une boîte en carton et le manger à la maison. Tu vas peut-être te prendre à sa boucherie puis te le faire cuire chez vous. Ouais, ça va. Plus ça. Mais tu te prendras pas cuit puis l'amener à la maison puis le chauffer au micro-ondes. Là. Ça marche pas. Là, Sébastien, tu vas devenir un agent libre, c'est ça que ça veut dire? Ouais, agent libre, en tout cas, je vais... Là, j'imagine que tu prends une couple de jours pour te relaxer. Exactement. Tu vas te mettre les pieds dans le sable, c'est tout ça le plan? Exact. Là, je prends une semaine pour relaxer, puis je veux dire, cette semaine-là était planifiée. Vas-tu être capable? Avant même de planifier la fermeture du restaurant, c'était planifié depuis 6 mois. Là, je parle pour ta blonde. Vas-tu être capable de relaxer? Je pense pas à 100%, mais je vais être capable à 50%. Ça veut dire quoi, ça? 50%, tu vas être sur ton sel tout le temps? Il y a encore des choses qui me trottent en tête, puis je veux dire, on a tous perdu des êtres chers, mais faire un deuil, ça se fait en plusieurs étapes. Je suis d'accord. Non, donc, je te juge pas. Ouais. Pour ça, je te demande si tu vas être capable. Faire un deuil, ça se fait en plusieurs étapes. Fait que j'ai des étapes à vivre là-dedans, puis je vais essayer d'avoir la tête tranquille. Je pense que non. Je peux te faire une prédiction? Parce que je suis zéro là-dedans. Je dis pas que je suis bon, là. Mais je pense que tu vas être repêché plus vite que tu penses. Mais ça veut pas dire que tu vas dire oui. Des offres, tu peux avoir des offres, c'est parfait. Je dis pas que tu vas avoir 40 offres, mais je peux pas croire qu'un... Hey, je fais une aparté parce que tu as passé vite là-dessus, puis c'est juste curiosité de me mire, là. Oui. Tu as parlé, ton nom c'est Leblond. Oui. Puis tu as parlé, ton père était donc le frère de Ashton. Oui. OK, un des frères, oui. Donc, famille de 16 enfants. Quand tu dis, c'est ça, quand tu dis à la restauration, c'est qu'il y en a au moins 2 qui ont fait ça, c'est ça? Plus que 2. Il y a eu, Linda a travaillé avec Ashton, Régent, Marielle, Simone, Bertrand a eu son 16 enfants. As-tu encore plusieurs en vie? Oui, il y en a juste 4 de décédés, je crois. Quand même. Puis Bertrand avait un restaurant dans les cantons de l'Est. Raymond avait des snack bars à Québec. Wow! Puis mon père a travaillé avec Ashton à l'époque dans les cantons de l'Est. Puis lorsqu'Ashton est venu à Québec, ils ont travaillé ensemble un peu. Puis après ça, ils sont partis chacun de leur côté. Il y en a un qui a eu une grande réussite. Puis, non, mais sais-tu que quand on entend ça, c'est assez rare, pareil. Là. Oui.
Christy, c'est quasiment bon pour un biopic de Netflix, ça. Non, mais pense-y, la famille Ashton, quand même, c'est drôle pareil, parce qu'on connaît Ashton, évidemment, les burgers, puis les poutines, puis tout. Puis là, ça a été vendu aussi, ça a été revendu. Comme quoi, il y a du roulement là aussi. Fait que, agent libre, peut-être, on se repose, puis on verra. Ben, en tout cas, j'aurais le goût de te dire au nom des gens qui nous entendent, puis qui sont allés, puis qui comme moi, espèrent remanger. On est égoïste un peu. La pizza au mort, merci pour ton talent. Merci pour le temps que tu as mis. La confiance, moi, je te dirais personnellement, merci de la confiance que tu as eue. Quand tu as eu les événements qui m'ont bousculé en dehors de mon métier, bien que je le fais encore d'une autre façon, tu es un de ceux qui aux abonnés présents. Que j'apprécie. J'ai gardé de très bons amis. J'ai gardé presque, tous mes amis. Ceux qui étaient mes vrais amis. Ceux que je pensais. Il y en a certains que je pensais à mes amis qui l'étaient moins. Mais ça, c'est pas grave. Fait que je te remercie pour ton talent, puis le temps, puis la confiance. C'était vraiment apprécié. Merci pour le temps, Gilles. Merci pour l'écoute. Merci beaucoup. Ah, ben, je sais que ça va être intéressant pour le monde. On apprend. Sébastien Leblond, donc, qui est venu nous annoncer. C'est vu comme une triste nouvelle. On a juste un espoir qu'il se passe autre chose après. La fermeture du restaurant tel qu'on le connaît du Mézeray. En tout cas, les opérations. Là, c'est en cours maintenant, au moment où on se parle? Comment? Oui, présentement, c'est fermé. OK. Merci. Merci. Et on te souhaite une belle année quand même. Une année moins mouvementée peut-être en 2024? Peut-être plus. Peut-être plus, pourquoi pas? Salut Sébastien.